Premièrement, merci de m'accueillir. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais très bien. Je vais très bien. À part la légère surdité, c'est mon seul handicap pour l'instant. Puis j'ai baissé mes temps sur 100 mètres. Mais j'ai jamais été rapide. En 2005, vous avez quitté votre poste d'entraîneur à Auxerre. En 2018, vous avez quitté le conseil d'administration. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai fait beaucoup de médias. Le soir où j'ai arrêté à Strasbourg avec Lens, j'ai été embauché par Canal+. Ah, le soir même? Immédiatement. Et le samedi suivant, je commentais un match de championnat. D'accord. Et pendant 11 ans, j'ai travaillé à Canal+. Et pendant, je ne sais pas combien, 8 ou 9 ans, j'ai fait des matchs tous les samedis ou dans la semaine. Mais j'avais d'autres émissions, parfois sur Canal+, beaucoup. Et puis les dernières, après les 11 années, je suis allé à l'Équipe TV et j'ai fait 4 ans d'émissions du soir à l'Équipe TV. Après, j'ai arrêté, mais parallèlement à ça, j'avais fait... j'ai une carrière médiatique bien plus forte que ma carrière de football, puisque en 81, je suis entré à TF1 pour l'Euro que nous avons gagné, et j'y suis resté, je ne sais plus combien d'années. 84 plutôt, non? Non, c'était 84, oui. 84 si, j'y suis resté jusqu'à 2005. Parce que 2005, il fallait qu'il me laisse pour pouvoir aller à Canal. Et j'étais obligé de négocier ma sortie. Parce que j'aurais dû faire la Coupe du Monde en Allemagne pour eux. Et je ne pouvais pas la faire si je faisais Canal+. Vous ne pouvez pas cumuler les deux non, c'est deux concurrents. Ouais. Comme argument, j'ai dit, écoutez, j'ai travaillé de mon mieux. Vous m'avez toujours dit que c'était bien. J'ai jamais manqué une minute, ni en retard, ni absent. Donc, je vous demande de me libérer pour la Coupe du Monde, ce qui me permettra de continuer à Canal. Et là, j'ai commencé mes 11 ans de Canal. D'accord. En 92, à l'Euro de Suède, j'ai été embauché par Europe 1. Là, c'était compatible avec Canal+, ou l'Équipe TV. Et donc, je suis à Europe 1 depuis 1992. Ça veut dire 8 et 24, 32 ans. Je fais ma 32e année parce que j'y suis toujours. D'accord. J'y suis toujours 2 heures par semaine, ou 1 heure ou 2 heures par semaine, en fin de semaine, soit vendredi, samedi, dimanche, plutôt le dimanche, parce qu'il y a du foot, quoi. Et je participe à des débats avec Jacques Vendroux là, cette année. Vous rejoignez Auxerre en 61. Comment vous en êtes arrivé ici, à devenir entraîneur-joueur du club d'Auxerre? Bon, je suis d'un village à 10 km d'ici. Je jouais au lycée, dans la cour, et en 4e. Et le premier jeudi, je suis allé au stade auxerrois, qui était l'autre club, comme minime. C'était la catégorie des 13 ans. Et il y avait un entraîneur qui n'a pas arrêté de m'engueuler pendant 1 heure. Alors j'ai dit, j'étais pensionnaire au lycée. Je dormais là-bas et tout. Et si j'ai déjà les pions et les profs, et en plus l'entraîneur m'engueule. Et le jeudi suivant, je suis allé à l'autre club, qui était la GIA. Et là, l'entraîneur, qui s'appelait M. Grosjean, qui est bien sûr mort, qui était un ancien joueur local, un très, très bon éducateur, qui était diplômé de la première série d'éducateurs diplômés en 1947, enfin un homme compétent et gentil. Donc on a fait un match, il ne m'a rien dit, il m'a dit bon, bien. À la fin du match, j'allais lui dire merci et bonsoir. Il dit non, attends, je te remonte avec ma 4 chevaux. Donc il m'a remonté chez un photographe.
pour avoir les photos pour la licence. Et donc il m'a dit, tu veux bien le signer? Oui, ben, oui. Donc j'ai signé en 61, pas en 61, en 51. En 51, à la GIA en minime. Et vous êtes resté 10 ans? Non, je suis resté seulement jusqu'à ma terminale. Alors à 16 ans, j'ai commencé à jouer dans l'équipe première en DH. Et puis quand j'ai eu mon bac, il fallait que je gagne ma vie. Il y avait un ancien professionnel international, c'est Pierre Flamion, qui était un ancien joueur du stade de Reims, du grand stade de Reims, qui était entraîneur à Troyes, qui m'avait vu jouer en minime, et qui m'a dit, viens avec moi à Limoges, on crée un club pro. Dans ce temps-là, on crée un club pro comme ça, un industriel créait un club pro de 2e division. Et alors je suis allé, mais il avait trop de monde, et il m'a prêté une année à Poitiers. Et je faisais un DUG, enfin ça s'appelait Sciences physiques, chimiques et naturelles, un DUG de sciences nat. Ils m'ont obtenu un poste de pion, mon maître d'internat à Montmorillon, qui était à 50 km. Ils m'ont payé un scooter pour aller à l'entraînement et en match. Et j'ai joué donc une année à Poitiers et ensuite à Limoges, où j'ai essayé de percer. Et je n'ai pas percé. La 3e année, la 4e année, j'étais voir les entraîneurs, celui de CFA et celui de... J'étais capitaine de l'équipe de CFA. Et celui des pros ensemble. Et tous les deux, on m'ont dit, t'es trop lent. Je savais. Donc, et puis dans l'équipe de Limoges, il y avait Pinverne, qui était le demi-droit de l'équipe de France, 3e de la Coupe du Monde en 58, et Sissi, qui était le titulaire à Reims, qui avait une sélection, mais qui était le demi-gauche de Reims. Donc ils étaient tous les deux plus forts que moi. Mais ils m'ont dit, si tu veux aller en 2e division, on a des clubs qui te demandent, Besançon, etc. Je dis non. Parallèlement, j'étais syndicaliste étudiant. J'étais vice-président de l'UNEF. C'est un des syndicats d'étudiants, qui était le syndicat de gauche déjà. D'accord. Dans ce temps-là, j'étais à gauche. Je vous expliquerai. Et donc, je suis allé au congrès à Caen. Et je suis venu à Auxerre pour la Pentecôte. Le lendemain, le lundi de Pentecôte, et il y avait un match Auxerre contre Crewe, C-R-E-W, la ville des Rolls-Royce. Bon, et ils étaient là, mais ils avaient joué la veille à Beaune, ils avaient des blessés. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient... Ils demandaient quelqu'un qui parlait anglais, et du coup, j'ai dit, ils cherchaient un joueur. J'étais dans ma bagnole, j'avais mes chaussures, et j'ai joué la 2e mi-temps. Le soir, j'étais au banquet, des franco-anglais, et mes dirigeants étaient là, et m'ont proposé de jouer l'année suivante, puisque j'étais libre. Mais, et puis j'avais un stage à faire à l'Office du commerce extérieur à Paris, donc ça allait bien. Mais j'ai dit, moi je veux bien, mais entraîneur-joueur. Elle dit, non, mais t'as 21 ans, c'est pas possible, t'as même pas 22 ans. J'ai dit, non, mais je sais, ça ira, j'ai pas peur. Et alors, bon, ils ont fait un vote. Ils étaient 11 à voter, le conseil d'administration du club amateur. Hein. Et ça a pris 2 heures quand même pour faire le vote. Ils m'avaient dit, il y en a pour 5 minutes, ça a pris 2 heures. Parce qu'il y avait des candidats, des professionnels connus qui voulaient être entraîneurs, qui cherchaient du boulot. Et bon, quand je suis monté, ils m'ont dit, voilà, unanimité, t'es embauché, d'accord, discuter mes conditions. Moi, j'avais demandé 700 francs par mois. Eux, ils m'ont proposé 500, on a fini à 600. Bon. Et j'ai commencé au mois d'août, voilà, 61. Mais je n'avais pas fait mon service militaire, j'étais sursitaire, donc 62, j'étais obligé d'aller à l'armée. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, Jean Chamand, ancien ministre du général de Gaulle, on va te mettre à Saint-Florentin, à 20 km. Et j'ai été mis en Allemagne. Je disais, ben non, mais attends, on va rappeler le ministre et tout. J'ai dit, non, laissez-moi en Allemagne. En plus, j'étais allemand première langue, j'étais né à Colmar.
je m'accommodais bien de l'allemand. Donc je suis allé là-bas et ils m'ont repéré tout de suite pour faire constituer chaque année une équipe. Il y avait 2000 entrées de soldats tous les 2 mois et prendre les meilleurs, faire une équipe pour la Coupe de l'OTAN. Où tout le monde sait ce que c'est que l'OTAN en ce moment, mais ça existait déjà. C'était tous les pays de l'Ouest, du bloc Ouest, qui avaient une équipe et qui venaient à Cologne pendant une semaine faire un tournoi. Sauf l'Allemagne qui n'avait pas d'armée, car, tiens, je vous apprends une deuxième chose, l'Allemagne après la guerre n'avait pas le droit d'avoir une armée, mais il faisait le tournoi quand même avec une équipe espoir de moins de 23 ans de la Ruhr. C'était de Leverkusen, de Dortmund et compagnie, était très forte. Ce qui fait que j'ai fait deux années dès la finale, j'ai perdu les 2 finales 3-0. En ayant battu les Anglais, les Espagnols et tout ça, en continuant d'être licencié à la GIA, où je venais en fausse permission avec une voiture, mais pas beaucoup. Mais la GIA est descendue cette année-là en PH. C'est après l'armée que je suis allé prendre le club. Alors le président s'est débrouillé politiquement, ils ont augmenté le nombre de clubs en DH pour monter. Voilà, puis j'ai commencé. Dans un club, vous avez vu le stade, il y avait le terrain, une piste autour, une tribune de 200 places et un petit terrain à côté. Derrière, là où vous êtes entré avec votre voiture, c'était des pommes de terre. De l'autre côté, c'était du blé. Voilà, et bon. J'ai dit, alors quand est-ce que vous tondez le terrain? Ils m'ont pas dit, oh non, on ne tombe pas, on le fauche. On fauchera après la moisson. Parce que c'est un paysan qui va venir le faucher. J'ai commencé comme ça. Et alors il me dit, tu as de la chance, c'est une année où on a coupé des arbres, donc tu vas avoir du bois pour chauffer les douches. Donc j'allumais les douches 2 heures avant. Au feu de bois. Et au 1er janvier 63, j'ai commencé mon cabinet d'assurance pour gagner ma vie. Voilà. J'ai gagné ma vie assez vite parce qu'il y avait quand on vendait des assurances vie, on avait des grosses commissions. Et avec ça, je me suis lancé. Voilà comment je suis devenu entraîneur. Et j'étais entraîneur-joueur jusqu'à mes 30 ans. Et là, j'ai perdu un rein que j'avais perdu avec Limoges, avec Poitiers même, dans un match à Périgueux. J'ai pris un coup de genou sur corner, mais c'était le 24 décembre. On m'a emmené à l'hôpital. 24 décembre, alors il y avait un dirigeant qui était avec moi. À 5 heures, je dis allez, on s'en va. Il m'avait fait des piqûres, pourtant je saignais. Et je suis rentré en scooter dans la nuit de Noël à Poigny. Et voilà. Et la rupture du rein, 4 ans après, m'a obligé à l'enlever. Donc on l'a enlevé. Depuis 67, j'ai plus qu'un rein. Alors bon, une bonne eau minérale et puis un petit peu de chablis et ça marche. Donc j'ai joué jusqu'à 30 ans, mais on a mis longtemps, on est monté seulement en 70 en CFA. Après en CFA on a fait 4 ans, 70, 74 et 50 D2, 79. Voilà. Et après je suis resté toujours en première division. Là, ça a été dur 2 fois. J'ai été au-delà du 10e 2 fois sur 25. 894 matchs et j'ai été 2 fois au-delà de 10e. 2 soirs. La première année, parce que c'était très dur, j'ai commencé sur les 5 premiers matchs, 4 défaites, 1 nul. Après on a remonté quand même. Et puis en l'année 2000, quand on m'avait proposé l'équipe de France et que la GIA a refusé de me libérer, j'étais pas de bonne humeur. Toute l'année, j'ai mal managé. On s'est sauvé le dernier jour, on a fini 15e aussi. Ouais. Est-ce que vous vouliez reprendre l'équipe de France? Vous vouliez vraiment la reprendre, l'équipe de France? Cette année-là, je voulais la reprendre, oui.
La première fois après 93, après le match perdu au Parc des Princes contre La Bulgarie. le Bulgarie, on m'a proposé et j'ai refusé parce que j'avais plein de jeunes. J'ai dit mes jeunes, je veux être champion de France avant. Dire je veux être champion de France avec Auxerre, alors qu'il y avait PSG et compagnie, bon. Et donc je suis resté. Et puis donc j'ai été champion de France en 96. Et après 98, après Aimé Jacquet, ils m'ont reproposé. Et là je voulais bien. Et mon président a dit vous avez un contrat, lisez-le. Alors j'étais fâché. Bon, au moment de faire l'équipe, j'étais fâché. Ça m'a coûté de ne pas avoir une très bonne équipe. Et finalement, le dernier jour, on était 4-5 ex-aequo pour descendre. Et on a battu Rennes 2-0. Et on a terminé 15e. Mais ma moyenne des 25 années que j'ai faites, en réalité c'est 26, mais une année, j'avais cédé la main à Daniel Roland, 11 secondes. J'avais un burn-out, comme on dit. J'étais mort, quoi. Et donc, mais les 25 autres années, si on additionne les places, vous voyez, un point, bon, eh bien, j'ai fait 5e,6. Voilà, la carrière se fait comme ça. Et très vite, on est monté avec une équipe plutôt âgée, de 28, 29, 30 ans. D'ailleurs, les buts ont été marqués par Denis contre Cannes, qui nous ont fait monter, et Messonès, qui a touché la barre et les deux poteaux. Il n'y a que le bon Dieu qui sait s'il est rentré. Et après, en 2 ans, j'avais une équipe de jeunes. On a gagné la Gambardella 7 fois, la Coupe de France Junior. Mais donc très vite, je les ai mis. J'ai pu aller en Pologne. J'ai eu un gardien de but polonais extraordinaire qui s'appelait Seja. Et puis après, j'ai pris des Polonais. J'étais connu en Pologne, je connaissais du monde en Pologne. J'avais presque toujours les meilleurs Polonais. Et j'ai eu Zarmak. Alors qu'il était le meilleur buteur du monde à la Coupe 74 en Allemagne, et que tout le monde le voulait. Et j'étais le voir en 78 dans une montagne en Argentine, lors de la Coupe du Monde en Argentine, alors que j'étais en 2e division, en lui disant dans 2 ans je serai en 1re division, il faut que vous venez aussi. Et il était demandé par tous les clubs, le Real, le Bayern, etc. Mais il avait mis une petite bourrade à un fonctionnaire polonais du ministère des Sports dans un avion, et il était interdit de sortir. Et j'ai pu avoir l'autorisation du ministre, parce que le ministre des Sports français, c'était Jean-Pierre Soisson, qui vient de mourir la semaine dernière, et il était ami du ministre polonais, et il a négocié avec lui. Le ministre polonais voulait être membre du CIO, et pour être membre du CIO, qui était un vote mondial, il avait besoin du vote de la France et des amis de la France, c'est-à-dire toute l'Afrique. Donc il a négocié. En remerciement, c'est pas une négociation, c'est en remerciement de la permission à Zarmak le jour de ses 30 ans. Il est arrivé le jour de ses 30 ans. Il a joué le lendemain et marqué un but. Puis il a joué 4 ans chez moi, il a mis 97 buts. Et ça nous a bien lancé. Ça m'a permis de faire des jeunes derrière. Et par exemple, Cantona a joué une année avec Zarmak. Zarmak aurait pu jouer encore chez nous une 5e année, mais comme j'avais Cantona, etc., j'avais les deux, ça n'allait pas. L'année d'après, j'ai lâché sans transfert Zarmak. Voilà l'histoire telle qu'elle est résumée. D'accord. Et vous avez parlé des jeunes. Comment vous faisiez pour attirer les jeunes joueurs à Auxerre plutôt qu'ils aillent dans d'autres grands clubs qui étaient peut-être plus prestigieux, comme Cantona, Ferreri Oui, alors à ce moment-là, j'ai toujours pris des jeunes, mais je les prenais à Toussy, à Saint-Florentin,
J'avais deux chevaux et j'allais voir les matchs. Et je les prenais déjà à 14 ans avant. Mais là, quand il s'est agi de l'équipe première, on a construit un centre de formation en 62 avec l'aide de Jean-Pierre Soisson, ministre. Et on a eu de la chance. Il y avait 3 centres de formation en France, Sochaux, Nantes et, quand il faut les énumérer, il en manque toujours un. Et donc, ils étaient pleins. C'est-à-dire qu'ils avaient chacun 15 lits, 20 lits. Ils n'embauchaient pas cette année-là. Donc, on a eu tous les meilleurs de France. Bon. Et deuxièmement, Daniel Rolland et moi, on avait beaucoup de copains. Moi, comme j'étais président du syndicat des étudiants, des entraîneurs. J'ai fait des stages, comme tout le monde, à l'INS, à l'INSEP, c'était l'INS dans ce temps-là. On avait des chambres de 10, ça faisait 9 copains. Moi, j'étais facilement très, très copain avec tout le monde. Alors, je n'étais pas très bon par rapport aux internationaux qui étaient dans le stage. Mais en étant militaire, j'ai fait le stage dont Juste Fontaine a été leader. Puis après, les joueurs étaient meilleurs que moi, mais enfin, j'avais de quoi me défendre. Et ils me renseignaient. J'ai beaucoup de gens qui me renseignaient. Et puis, j'étais très prompt. P-R-O-M-P-T. Très prompt. Par exemple, un vendredi, on me dit à Aix-en-Provence, il y a un stage, il y a un phénomène. Mais toute l'Europe est là. Moi, j'avais un ouvrier qui allait voir les stages. On lui payait son essence. Et il allait partout dans toute la France. Il était très, très débrouillard, était rapidement ami de l'éducateur, du joueur, des parents, des grands-parents, des dirigeants du club. Et il me dit, il est des Cailloles de Marseille. Et moi, je jouais à Bordeaux le samedi soir. Donc on a joué à Bordeaux le samedi soir. Le dimanche, enfin on est revenu à 1h du matin. À 5h, j'ai pris une bagnole, j'avais une T16 du club quand même. Je suis descendu à Marseille. À 11h30, j'étais au Cailloles, avec la voiture pleine de maillots aux couleurs de Carayol et 20 ballons. Comme ça. J'ai annoncé, j'avais demandé qui voit l'éducateur des Cailloles. Donc, préparé comme ça, je suis arrivé au stade. J'ai rentré la voiture pour qu'on ne pique pas les trucs. Dirigeants des Cailloles, ils étaient que c'est, dit ça c'est vos maillots, ça c'est les ballons, c'est mon cadeau de bienvenue parce que je veux discuter affaires avec vous. Et Cantona, il a avoué dans son livre qu'il voulait aller à Nice parce que c'était à côté, parce que son grand-père habitait par là, etc. Mais donc là, je me suis très avancé, puis très vite, en 2 semaines, 3 semaines. Ça s'est fait rapidement. Avant que les autres arrivent. Et c'était pour presque tous. On peut faire un livre sur chacun. Alors pour finir avec Cantona, dans son livre fait avec un journaliste sur sa carrière, il dit je devais aller à Nice parce que c'était à côté de mon grand-père et parce que c'était au soleil, et parce qu'Auxerre, je croyais que c'était à la frontière belge, etc. Et j'étais faire un stage. Alors il est venu faire un stage avec Daniel Rolland. Il y avait l'entraîneur de Paris Saint-Germain de l'an dernier dans le stage. Galtier. Galtier. Oui, Galtier. Je ne l'ai pas pris parce que j'avais l'arrière droit de l'équipe de France minime qui était déjà là, bon, qui est mort, le pauvre, maintenant. Oui, alors, il dit, après, Giroud m'a fait venir dans son bureau pour lui dire au revoir. Alors, je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir un maillot? Comment je peux avoir un maillot? Alors, il dit, mais attends, c'est prévu. Il avait derrière lui un colis. C'était un maillot, un survêtement, des chaussettes, le short d'Auxerre. Et à Nice, j'avais dit, est-ce que je pourrais avoir un maillot? On m'a dit, oui, la boutique, c'est là-bas.
Vous aviez tout prévu en fait. Vous aviez tout prévu. Ah bah ouais, mais quand on a vu le bonhomme à 14 ans, je lui ai fait faire un 8-8 avec les pros de première division et il s'est baladé. Il a joué, il a fait un petit pont en arrière qui était vache. Ah bah oui. C'est celui qui vous a le plus impressionné, Cantona? Non, mais ce jour-là, non, Ferreri. Ferreri, c'est une autre histoire. Ferreri, il est de Pouilly sous Charlieu. C'est un village qui est entre Lyon et Saint-Étienne, dans la montagne, là, dans les collines qu'il y a. Et pareil, on me le signale. Mais là, c'était un 13 ans. Hein. Donc, concours de jeunes footballeurs. Vous savez, il y avait le parcours. Il y avait un parcours, là, un tonneau à faire le tour, un machin. Et ça se terminait par un tir au but. Okay. Et c'était un concours national. Et là, c'était la Ligue du Lyonnais, qui était à la ville du pétrole, là, sur l'autoroute, après Lyon. Ça sent le pétrole quand on descend. Ah, Faisan. Faisan. Donc c'était à Faisan, vous voyez, 350 km d'ici. Bon, ben pareil, je me suis levé 4 h du matin, il faut 3 heures pour aller à Lyon. J'étais à 8 h, quoi, en ayant pris un café. Et j'ai dit, tiens, je vais pas demander qui c'est Ferreri. Il faut que je le trouve. Ouais. Il y avait 200 gamins, là. Je suis allé, il pleuvait à torrent, j'avais un parapluie. Et j'étais voir le concours de jeunes footballeurs. Donc j'ai regardé. Et tout d'un coup, il y a une ablette qui est arrivée, qui faisait 35 kilos. Il tire aux 18 mètres, c'était un ballon lourd, il pleuvait. La balle n'est même pas arrivée sur la ligne de but. Tellement c'est... Ouais. J'ai dit, tu t'appelles Jean-Marc Ferreri? Il me dit, oui, monsieur, comment vous le savez? J'ai deviné. L'éducateur, tout de suite, monsieur, ah oui, mais il me dit, il y a Dinalo qui est venu et Garonner. Je dis, ça fait rien. Et moi, le dimanche suivant, je suis allé chez lui. Et il était 7e d'une famille de 7, beaucoup plus jeune que le 6e. D'accord. Et donc, ils avaient tous réussi leurs études. Il y avait des profs, c'était tous des brillants cerveaux. Le père et la mère parlaient à peine français, c'était des Italiens. La maman, elle faisait des pullovers le jour et le papa des tuiles la nuit. Mais il y avait quand même 7 enfants. Et je suis allé moi-même et je parlais avec eux. Au bout de 10 minutes, ils ne voulaient pas parler de football, ils voulaient parler des études. Et donc, moi j'étais marié, enfin je suis toujours marié, mais mon épouse est très mal. Elle était prof agrégée de lettres. D'accord. Quand j'ai eu dit ça, il était chez moi. Là, je dis, écoutez, mon épouse est agrégée de lettres. J'ai un garçon qui a 1 an de moins que Jean-Marc. Ça lui fera un grand frère. Il y a un baby-foot, c'est plus facile à jouer à 2 que tout seul. Voilà, lui, il sera chez moi. Ça ne coûtera rien. On va lui donner de l'argent un peu pour aller voyage pour que vous veniez le voir, etc. Et j'ai eu Ferreri, les doigts dans le nez. Mais tous comme ça, c'est que des fois beaucoup plus compliqués. Prunier, il était au FC Toulouse. Il y avait l'article 35, on n'avait pas le droit de le piquer. Ben, j'ai pris mon code d'Alloz. Tout le monde peut adhérer à une association, sauf s'il est pénalement puni. Tous les Français. Donc par hasard, M. Prunier voulait adhérer à la JOCR. Donc il a adhéré, il a payé sa cotisation, 10 francs. Et il était adhérent de la JOCR. Tous les élèves d'un quartier sont obligés, s'ils ont moins de 16 ans, d'aller à l'école. Et notamment à 13 ans, au collège. Or, par hasard, il habitait rue du collège. Donc, personne, c'est pas qu'on ne peut pas l'empêcher, c'est que c'est obligatoire. Et M. Prunier voulait être adhérent de la JOCR, habitait là et voulait que son fils aille dans l'association de la jeunesse auxerroise. Et je suis arrivé à la fédération avec ça.
Sastre m'a dit, mais on ne peut pas, on a l'article 35. Écoutez, ça c'est dans la Constitution. Monsieur Sastre, je connais vos diplômes de droit. La Constitution, c'est la loi la plus élevée du pays. Il n'y a que les lois européennes. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas l'Europe. Alors, il voulait sanctionner, ne pas accepter, etc. J'ai dit, je vais vous faire un procès, la loi va sauter, là de l'article 35 va sauter. Elle a dit, bon, bah, écoutez, on va calmer Toulouse. Et puis j'ai pris Prunier. Les Bolis, c'est une autre histoire. Vous avez toujours réussi à vous débrouiller pour... Ben oui, on est passé avant, quand on était en concurrence. On n'a pas eu tout le monde. Le plus grand loupé du club, c'est Griezmann, de Mâcon. On apprend très vite qu'il est très bon. Mais moi, je suis en Coupe d'Europe. On ne me le dit pas. D'accord. Ceux qui ne me le disent pas, il vient, il passe 15 jours. Il fait un tournoi avec eux. Mais il faisait 35 kilos. Et ils avaient déjà beaucoup de petits. Ils disaient, oh, c'est un pins, on n'a que des pins, on ne l'a pas pris. Mais moi, je ne l'ai même pas su qu'il était venu. Je l'ai appris 10 ans après. Par contre, Capot, nous faisions des contrôles. Nous mettions dans France Football qu'on faisait un stage le mercredi, par année d'âge, né en temps des 13 ans, mercredi d'après les 14 ans, etc. Et ils arrivaient par le Torail du matin à 9h30. Et donc ils étaient là, et moi les pros avaient entraînement, mais ils étaient en train de s'habiller. Moi j'étais sur le pas de la porte. Et les gars pour les étalonner, on faisait faire un 8-8 libre. Et je vois un grand noir là, sur le pas de ma porte. Ça, 5 minutes. J'appelle les gars, comment il s'appelle celui-là, Capot. Bien. Regardez-le bien, et si vraiment il est comme je pense, vous l'enlevez et vous le gardez pour le 17h. À 17h, on faisait un 11 contre 11 des 22 meilleurs, alors qu'ils étaient 50, 60. Donc il était repère à 9h du matin, il est venu dans mon bureau, je lui dis, bon, alors d'abord, je te rembourserai le train. Combien c'est? Monsieur, je ne paye jamais le train. Ben, comment tu fais? Ben, je monte dedans. Et ben, tu vas signer? Ben oui, signer dans une famille. Vous êtes connu aussi pour votre grande rigueur sur et en dehors du terrain. On connaît pas mal d'anecdotes comme quoi vous allez chercher les joueurs en boîte, vous regardez les kilométrages. Est-ce que vous pensez que vous avez été peut-être trop dur à certains moments ou avec certains joueurs? Ça les fait tous rire. Ils racontent tous qu'ils m'ont feinté une fois. Forcément, ils racontent parce que j'ai pas pris tout le monde. J'ai créé un climat qui les empêchait, qui les contrariait, peut-être ils sont sortis que 30 fois sur 100, quoi je veux dire, que 30% des cas, au lieu de 100 chez les autres. Parce que le principe est très simple. Entraînement plus repos égale forme. Forme égale victoire. C'est tout. Entraînement, je m'en occupe. Je ne fais pas toujours bien, mais mon terrain il est épouvantable, tant pis. Maintenant, ils ont des hybrides, maintenant, vous avez vu. Bon. Mais dans ce temps-là, avec Cuperly, on bouchait le terrain le soir. Hein. Ah ouais, et Daniel Roland, il le roulait entre midi et 2h avec un rouleau. Hein. Donc tout ça est vrai. Mais il raconte la fois qui m'a échappé. Par exemple, il raconte que dans la discothèque, qui est d'ailleurs pas loin du centre, le disjockey était leur copain, mais dans d'autres aussi, et ils avaient un hymne. Quand je passais la porte, ils jouaient une musique. Et donc ils savaient Giroud en train d'entrer, donc ils se sauvaient par derrière. Sauf que moi, j'avais à côté de mon banc, un banc avec 4 à 6 costauds, videurs de discothèque, qui avaient pour mission, au coup de sifflet final ou en match, si un spectateur rentrait sur le terrain, de se précipiter et de protéger l'arbitre. Ce qui fait que j'ai fait toute ma carrière sans qu'un arbitre soit touché. Je peux m'en être content. Et donc, mes gorilles me prévenaient, me disaient hier soir, voilà, il y avait un tel, ils sont partis à 2h.
Et donc, il m'avait dit la musique que le disc jockey allait jouer. Et donc, moi, je partais, j'entrais même pas. Bon, il y avait plein de trucs comme ça. Quand on était en DH, alors j'ai commencé tout de suite. Entraînement plus ils n'étaient pas payés, rien, ils n'avaient pas le droit d'aller au bal. C'était le bal dans ce temps-là. Bon, il y en a eu les ceux, c'était pas les 11, mais 2, 3. Je passais à 8 heures devant chez eux, et la voiture, dans le temps, les panneaux, le truc où il y a les kilomètres, était visible de l'extérieur. C'est plus visible maintenant, mais c'était comme un tableau. Donc je mettais 32 604. Ben, s'ils avaient fait 54 km, c'est qu'ils étaient à Saint-Florentin 2 fois 27. Bon, ils étaient à Saint-Florentin. Parce que je repassais à 8 heures du matin, je faisais la soustraction. D'accord. Alors bon, après l'histoire de l'autoroute. L'histoire de l'autoroute, elle a marché, mais pendant 2 ans. Ils avaient 2 ou 3, enfin ils avaient tous des bagnoles après, quand on allait en Coupe d'Europe. Pas tous, mais un certain nombre. Alors, ils allaient un peu à Paris. Bon, bah, la dame, il y avait des tickets pour l'autoroute. Hein. Bon, bah, le lundi matin, me téléphonait avec les tickets. On avait l'horaire d'entrée, l'horaire de sortie, bon, etc. Ça, tout est vrai, mais c'était mieux que ça existait que pas. Ouais. Et puis moi, un joueur qui était trop souvent, qui se faisait prendre un coup, mais qui était un sorteur. Pour moi, c'était un sorteur. J'avais inventé un sorteur et je lui prolongeais pas le contrat. Ouais, vous gardez que ceux qui étaient sérieux. Ben oui, sans arrêt, ça écrémait. Ouais, c'est sûr. Mais si Coquard avait une... Ben, c'est de sa femme d'ailleurs, il est toujours avec. Elle était étudiante à Dijon. Alors je savais qu'il y allait le dimanche ou le lundi soir. Mais le dimanche soir, je disais, il avait le droit, hein, il ne parle pas le lundi soir. Et donc un jour, en semaine, on avait réunion chez Bourgoin dans son usine. Puis je passais vers chez Coquard. Donc à 1h du matin, un mardi ou un mercredi plutôt. La voiture était là, je mets la main dessus, elle était chaude. À 7h du matin. Et alors, je l'ai piégé en même temps en faisant un gag. Toute l'équipe était pliée de rire. Ils savaient tous qu'il était à Dijon. Et il y avait un match de Coupe d'Europe à la télé. Dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait 2 équipes, je ne me rappelle plus, et 2 couleurs. Alors, je lui dis, Coq, tu as vu le match hier? Oh, coach, c'était formidable. 3 buts. Hein. Je dis, oui. Si tu te rappelles les couleurs des maillots? Ah oui. Et il y avait un Écossais, enfin je savais qu'il jouait en vert. Alors je dis, bon, alors l'Écossais ils étaient en rouge. Hein. Alors, oui. Bon, et les autres ils commencent à plier de rire, qui avaient regardé le match. Bon, si ça va, t'as tout bon. Je donnais des sanctions avec sursis. Mais la sanction, je donnais la sanction à 22h30 le samedi, après le match. D'accord. Alors quand on avait gagné, ils avaient le sursis. Mais si on n'avait pas gagné, ça restait. Quand on a une fois au Havre, on était en stage en Bretagne avant le match, à Brest. Et au repas, ils étaient tous en retard. Et parce que Cantona s'était fait tondre et il l'avait attendu. Alors, à table, on était 5 ou 6, les autres n'étaient pas là. Bon, ils sont arrivés à 7h10 au lieu de 7h, mais j'ai rien dit. Alors on a mangé dans un silence mortel. Il y avait tous les jeunes, hein, 7-8 jeunes. Et c'est eux qui étaient avec Cantona. Je dis, bon, sanction demain à 22h30. On menait, au bout de 10 minutes, on menait 2-0. On a gagné 4-2. C'était la grosse équipe de Brest, avec Le Guen, le Brésilien arrière central, machin dans les buts de l'équipe de France.
Vous êtes aussi connu pour, sur votre banc, vous étiez très expressif, vous ne cachiez pas vos émotions. Ça dépend. Un peu comédien quand même. Ouais. Ah ouais. C'était de la comédie un petit peu, c'était naturel? Non, très comédien. J'ai toujours été maître de moi. La preuve, je ne me suis jamais fait sortir. C'était un moyen de pression sur les arbitres ou pour influencer la rencontre? Rectifier, hein. Ouais. Quand vous allez à Marseille, à ce moment-là, il y avait un gars qui tombe à 5 mètres de Martini, penalty. Bon. Martini l'arrête. Si on continue, deuxième penalty, pareil. Il avait été payé tant du penalty. Hein. Et moi, à ce moment-là, au deuxième penalty, il l'arrête. Je rentre sur le terrain, je dis encore un, encore un, encore un. Bon, mais le nom d'un cahier, avec chaque page, un match. Et au match retour, on ouvre la page. Et l'arbitre, quand il rentre, j'ai le cahier à la main, quand il arrive au stade. Il ne m'a pas donné de pénalty. J'ai dit, à la première touche erronée, je mets le feu au stade, je lui dis. Bon, avec Marseille, on pouvait être bagarré dur, mais autrement, une fois à Guignon, en 2e division. Alors, ce qui m'a toujours sauvé, j'ai mon grand-père et ma grand-mère qui m'ont élevé, et ma mère au début, n'avaient pas de gros mots. Les gros mots, c'était interdit dans la famille, personne n'en disait. Ça devait être le grand-père qui avait obligé. Donc chez moi, déjà à l'école, quand les autres disaient un gros mot, j'étais offusqué. Et donc j'ai pas de gros mots, pas d'insultes, quoi. Pas d'insultes directes, pas con, pas... D'accord. Non. Mais par contre, les lois du jeu, la loi 12. Et alors, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites de la loi 12 aujourd'hui? Bon, il m'énerve, répéter, dit autrement. Et alors là, l'arbitre, c'était un Parisien, un petit ventre quand même un peu. Il avait, sur le mur, il poussait le mur avec son ventre un peu, c'était amusant. Et puis, alors je le secoue un peu. Et tout d'un coup, il vient, il sprint, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Il s'arrête à 2 mètres de moi et il me dit « ta gueule ». Je dis « ça va, c'est fini, j'ai fini avec vous ». Et je ne dis plus un mot. Bon. Et alors, dans ce temps-là, je donnais les licences aux arbitres, c'est moi qui allais les chercher. Et je vais chercher les licences. Il était un peu gêné, quoi. Il me dit « c'est sans rancune ». Moi, je dis « monsieur, pourquoi? Quelle rancune ?» Je dis « tout s'est très bien passé, il n'y avait aucun problème ». Et alors après, 5 ans après, il était dans la commission de discipline. Alors, quand j'allais plaider une cause... Ah bah c'était tout de suite accepté, j'imagine. Il était avec moi, oui. Vous avez parlé des arbitres, etc. C'était quoi vos rapports avec les institutions comme la LFP, même avec les arbitres ou... Ah bah j'étais membre du conseil d'administration de la Ligue pendant 23 ans et vice-président. Et donc j'étais quand même... j'ai des rapports directs, je défendais les arbitres, aussi les règlements et tout ça. Hein, j'allais à Paris. Hein. Et avec les présidents d'autres clubs comme Jean-Michel Aulas, Bernard Tapie, Louis Nicolin? Au début, j'étais le petit jeune qui arrive, puis après, ils m'ont respecté, quoi. J'avais des relations amicales, même Claude Bèze, quand on a eu Chiffaut, moi, il avait beaucoup, ils se comportaient tous avec respect, moi aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais eu d'engueulade avec un président, ni un entraîneur. Des fois, les entraîneurs me disaient « oh, allez, d'accord ». Il y a eu plusieurs scandales à Marseille, Saint-Étienne, Paris, mais jamais à Auxerre. Comment vous expliquez ça? Parce qu'ils ne nous faisaient pas de cadeaux, mais on était respectés. Ils ne nous faisaient pas de cadeaux, mais sans doute on était moins lésés que d'autres. Et puis je participais à des... aux grandes comédies, quand il y a eu la grande comédie de Marseille et du match à Valenciennes, il fallait qu'on vote
savoir si on les vidait de première division, j'ai convoqué tous les entraîneurs. En 2 jours, ils sont venus, sauf celui de Marseille. Et on a voté à l'unanimité qu'ils descendent. Mais c'est moi qui étais le dire à la presse. Alors après, quand j'allais à Marseille pendant un certain temps, c'était difficile. Mais après, je sais... Est-ce que vous avez déjà pensé à quitter Auxerre plus tôt qu'en 2005, quand vous quittez le club? Non, pas vraiment, non. J'ai 67 ans. Hein. Je crois que la bagarre à l'Assemblée nationale, c'est 61. Ouais. Bon. J'avais 67 ans, j'étais un peu fatigué quand même. Et j'avais surtout, je me suis arrêté une année, l'année 2000. Daniel Rolland a fini 13e, ce qui était très bien parce qu'il a lancé Cissé et Mexès. Ouais. Bon, alors rien que pour ça, ce que ça valait, bon, il les avait mis, il n'a pas demandé des transferts. Hein. Donc il a très bien bossé, il m'a donné un effectif brillant. 2003, etc. Coupe d'Europe, 2 Coupes de France, une participation en Coupe des Champions et une en UEFA, plus un cadeau de l'UEFA à celui qui me succédera. Donc, quand j'ai vu que ça allait bien, et puis c'est pas facile, hein, même avec des dirigeants formidables comme j'avais, pas toujours facile. Et là, il m'avait un peu... C'était compliqué de tenir la pression au bout d'un moment. C'était compliqué de tenir la pression. Ah bah c'est de tous les jours. Maintenant je fais, vous voyez, je travaille 3% de ce que je travaillais, quoi. Je me tiens très au courant du foot pour pouvoir en parler à la radio normalement. Mais autrement, je ne travaille pas, là, je range mon placard. Et qu'est-ce que vous pensez du foot actuel ? Où les statistiques sont de plus en plus prises en compte, il y a de plus en plus d'enjeux politiques et financiers. C'est pas vrai, il n'y a pas plus. Ah, vous pensez pas? Ah, du tout. Quand il y avait Borelli, Bèze, Tapie, Aulas qui débutait, et que vous vouliez être devant, ils voulaient changer le règlement du championnat parfois en cours de championnat. Ah non, c'était très dur, et j'étais au conseil d'administration de la Ligue. J'étais pas un dormeur. Hein. Non, c'était les gens. Alors c'était des plus petites sommes, mais c'était les villes qui donnaient. Chabandelmas a beaucoup aidé Bordeaux, etc. Hein. Et Tapie, il était ministre, hein, il était tout près du président de la République. Et il avait l'accès, et puis il avait des gens qui payaient autour de lui. Puis... en parlant de politique, en 1999, vous êtes fait chevalier de la Légion d'honneur par Chirac. En 2008, vous êtes promu officier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ça représente? Tiens, j'ai même. Hein. Ah bah c'est là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce statut-là J'ai commencé avant ça. Et je pensais très tôt que celui qui me décorerait se décorerait lui-même. Mais Jean-Pierre Soisson a devancé l'appel. Il a réuni ma classe de terminale en les faisant rappeler dans toute la France. Il y avait la nièce d'André Malraux, Marie-Alice Malraux, qui était dans ma classe, qui était là. Et il m'a fait chevalier, comment ça s'appelle, le petit bleu, le mérite national. D'accord. Il m'a mis chevalier du mérite national. C'est l'autre couleur, hein, là, il y a le rouge et la bleue. Et il voulait me la remettre, solennellement. Et mon grand-père, il avait monté 3 fois l'échelle. Ouais. Et il s'était fait enlever un mollet. Bon, j'ai dit, lui, il a fait ça. Puis il ruiné tout, il a recommencé et il m'a éduqué et payé les études et il n'était pas décoré. Alors il avait oublié qu'il avait été décoré. Il avait la médaille du combattant, c'est tout. Mais il ne savait pas. Ça ne l'avait pas frappé. C'est moi qui l'ai découvert après qu'il avait... Mais je dis quand même, avec tout ça, il n'a même pas eu
la moindre médaille. Donc j'avais une mauvaise opinion de la décoration. Alors que mon grand-père paternel, qui était lieutenant-colonel à la guerre de 14, était décoré de grand modèle. Et mon père était chevalier de la Légion d'honneur. Il était aussi, lui, étant sous-officier pour se marier dans 1937, et finissant sa carrière en 60, après aussi était prisonnier en Tchécoslovaquie, etc. Alors lui, il avait eu la Légion d'honneur. Mon grand-père et moi. Et la mémoire de l'enfance, dans la cuisine de mon village, de mon grand-père et ma grand-mère, il y avait la Légion d'honneur. C'était pas mon grand-père, c'était son aïeul, qui était dans l'armée de Napoléon, et qui avait fait la Bérésina, et qui avait la Légion d'honneur. Et les enfants se la repassaient. Chaque année, ils changeaient d'enfant. Ah, d'accord. C'est après que j'ai dit, mais ça fait longtemps qu'on a une Légion d'honneur dans la famille. Ouais. Et alors bon, Chirac, son directeur, le directeur de l'Élysée, c'est le poste de fonctionnaire numéro 1, qui est très emmerdé suite Sarkozy, Guéant. Oui. Voilà, ce poste-là. Il était d'Apoigny, de mon village. D'accord. Et il avait 5 ans de moins que moi, et c'était mon gardien de but pupille. Parce que quand j'avais 17 ans, je m'occupais des 12 ans. J'étais déjà entraîneur. Et donc, il était premier de... Alors, donc, Chirac me connaissait bien, parce que j'allais manger avec mon copain à Paris. Donc, j'allais le chercher dans le bureau. Et il y avait les secrétaires de Chirac qui me demandaient des maillots ou des... Ah, d'accord. Et Chirac le savait. Donc, il m'avait salué 2-3 fois, parce que j'étais là... Et alors donc, j'ai envoyé une caisse de Chablis à Bertrand Landrieux pour qu'elle ne soit pas fouillée. Et alors, il y avait une bouteille pour lui et les autres pour Chirac. Et Chirac, il a appelé la GIA le lundi matin. Et ma secrétaire, c'est l'Élysée, c'est le président. Je dis oui, mais bon. Il me dit, Monsieur Roux, je ne vous ai pas décoré pour avoir du Chablis. Mais... avec mon épouse, nous vous avons désobéi, nous en avons ouvert une bouteille. Parce que j'avais marqué ouvrir au bout laisser reposer un mois du voyage. Et nous, c'était excellent. Bon, on a parlé 10 minutes. Alors après, je suis devenu assez ami. Et après, quand il n'était plus président, je suis allé avec Bertrand Landrieux, rue de Lille, où il avait ses bureaux. Mais il n'était plus bien en forme. Tout à l'heure, vous avez évoqué que vous étiez président des syndicats de jeunes. Vous étiez plutôt de gauche. Et vous m'avez dit que vous m'expliquerez... Monsieur Hamel, mon président, qui était le fils d'un petit garagiste d'après la guerre de 14, était adjoint au maire pour le commerce de Jean-Pierre Soisson, donc il était de droite. Et moi, j'avais été membre du conseil de l'UNEF. J'étais responsable pendant une année des loisirs et des sports. J'avais été élu à au congrès de Caen. Et donc, j'étais un peu de gauche. J'étais surtout... Mon grand-père il avait combattu avec des Sénégalais, enfin avec des gens d'Afrique noire, qu'on appelait les Sénégalais. Il y en avait de tous les pays, mais on disait toujours que c'était des Sénégalais. On n'a pas dit des Côte d'Ivoiriens. Bon. Donc, enfant, il m'a élevé dans le fait que sur Terre, il y avait des gens de toutes les couleurs et qu'on devait être copains. Voilà. Alors, donc j'étais contre le colonialisme. Et mon grand-père, qui était un très, très grand visionnaire politique, disait qu'il n'y aurait plus de colonialisme, que ça ne pourrait plus exister à un certain moment de l'humanité. Et donc, pour l'Algérie, je considérais qu'il fallait faire un bon accord, garder le pétrole, qu'on n'a pas gardé. Un peu, on l'a gardé quand même. Mais d'entrée, je pensais qu'il ne fallait pas faire une guerre,
que de toute façon on la perdrait, parce que tous les pays seraient contre nous. Et donc voilà, alors Jean-Claude Hamel, il disait, si à 18 ans tu n'es pas de gauche, c'est que tu n'as pas de cœur. Et si à 40 ans tu n'es pas de droite, c'est que tu n'as pas de tête. Voilà. Mais moi je suis un modéré de droite. Ok. C'est-à-dire que, bon, entre-temps j'ai fait quelques économies, mais pas, on ne gagnait pas à Auxerre les salaires qu'ils ont. On était bien payés. Au début, pas en DH, mais quand on a gagné les Coupes d'Europe, c'est là que j'ai failli partir. Parce que mon président ne voulait pas m'augmenter. J'avais 600 francs en partant, j'avais accepté. C'est pas beaucoup. Bon, 10 ans après, j'avais 850, malgré les inflations de Raymond Barre et autres. Bon, après... quand on est monté en deuxième division, j'avais 1500, un truc comme ça. Et en première division, ils voulaient me mettre 1800. Bon, quand même, il y a des limites, alors j'étais moins bien payé que les trois quarts de mes joueurs. Comme j'étais passionné avec ce que je faisais, que j'aime beaucoup mon pays et mon village et tout ça, j'ai supporté. Et alors, j'ai eu des offres, il faut quand même que je vous dise, tous les présidents voulaient que je aille. Les grands présidents voulaient que je prenne l'équipe de France. Pas forcément à cause de mon aptitude, que j'aurais été un meilleur que les autres, mais parce que je n'aurais pu entraîner Auxerre et ça aurait fait une place de plus en Coupe d'Europe. Voilà. Donc ils étaient unanimes tous à chaque fois. Ah, voilà. Alors donc c'était ça, le proverbe c'était ça. D'accord. Mais moi je suis l'image de ce proverbe. Simplement, j'ai jamais été communiste, quoi. J'étais de gauche pendant la guerre d'Algérie alors comme j'étais à l'UNEF, je m'occupais des blessés, j'étais dans la commission des blessés, des étudiants blessés. Voilà. Je suis un fanatique de Léo Ferré et des chansons de Léo Ferré. Bon, j'étais contre la torture à ce moment-là. Mais après, à Auxerre, c'était une ville avec des industriels, un très gros industriel qui s'appelait Guillet, qui a eu 2000 personnes, qui a fait venir tous les paysans, les fils de paysans qui étaient nombreux dans son usine. Bon, maintenant je suis... La position maligne du président de la République convient, elle est dure à tenir. mais bon, il a cassé les idées d'avant. Voilà. Autrement, j'étais très ami de Mitterrand, parce qu'on allait en stage à Château-Chinon tout le temps. Il mangeait à côté de nous. On lui a fait un truc que personne ne lui a jamais fait. Un jour, j'étais comme ça, je le vois arriver, parce qu'il venait le soir, il ne prévenait pas. Il était maire de Château-Chinon. Il venait manger avec d'autres élus. Et Messonnès était communiste, il a été au ministère après comme conseiller technique. Il était assis à côté de moi, c'était mon capitaine, vraiment j'avais confiance en lui. Et je dis, on lui fait le coup de l'inspecteur d'académie, on se lève quand il entre. Ah, il me dit oui, oui. J'ai dit l'heure. Il dit les gars, on se lève. Et là il entre, on s'est levé. Mais il a été stupéfait. J'ai vu qu'il avait dans ses yeux. Alors il s'est arrêté, il a serré la main de tout le monde. Et j'ai dit, vous savez, il y en a même qui sont socialistes là-dedans. Donc, parce que Messonnès avait un peu emmené tout le monde à gauche dans mon équipe. Alors, quand il venait en ami. Hein. Moi, j'ai bu un coup un jour. Après l'entraînement, on était dans l'hôtel. Il était là. Et la tenancière de l'hôtel me dit, le président, il l'appelait le président, hein, les gens de Château-Chinon, déjà. Il avait été ministre au début de la guerre d'Algérie, hein, il était ministre de l'Intérieur. Alors elle me dit, le président paye un coup et demande si vous voulez y venir.
Je dis oui, je viendrai. Mais je lui dis pas les jours, elle me dit non. Et il y avait tous les conseillers généraux du coin et tout ça. Mais bizarrement, pas de discours, rien. Pas de discours, pas de rien. Alors après, je vais voir là, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est sa fille. Il vient d'être papa. Ah, d'accord. On a vu un coup. Pour fêter ça. On a beaucoup parlé de votre carrière, mais en tant qu'homme, c'est quoi votre plus grande fierté dans votre vie? Ma plus Plus grande fierté en tant qu'homme? Ça, j'ai jamais répondu à une question comme ça. Peut-être avoir été digne de ceux qui m'ont enseigné quelque chose.